Ce qui est intéressant dans le mouvement islandais et puis ensuite dans le mouvement irlandais, c'est que l'initiative vient pas du pouvoir. L'initiative vient de la société civile qui va mettre en place elle-même le dispositif, pas seulement le demander, mais le faire. Un groupe notamment de professeurs de sciences politiques, mais pas que, d'artistes, de philosophes, y compris de politiciens, vont décider de mettre sur pied une organisation, une ONG qui s'appelle We the Citizen. Un des protagonistes assez importants de l'expérience irlandaise, qui est David Farrell, qui est professeur de sciences politiques, et qui est expert des systèmes électoraux à la base. Lui, il ne travaille pas sur l'expérimentation démocratique, il travaille sur les systèmes d'élection et les systèmes électoraux. Avait été invité dans les assemblées précédentes canadiennes et puis néerlandaises, et son livre avait été utilisé pour informer les citoyens avec cet expert sur les systèmes électoraux. Et du coup, il voit le processus, il découvre le processus en tant qu'expert invité dans ces assemblées-là. Et il le trouve très intéressant, il est assez curieux, assez étonné. Et lui et d'autres vont constituer ce groupe qui s'appelle We the Citizen, et qui va bénéficier, parce que ça coûte très cher de faire ce genre de processus, du soutien d'une fondation philanthropique, qui est une fondation pour l'innovation démocratique, justement. Donc ils vont organiser un tour d'Irlande dans les villes, avec des réunions, cette fois-ci participatives, non pas délibératives, mais ouvertes. Dans les plus grandes villes du pays. Dans les plus grandes villes d'Irlande, ouais. En annonçant dans la presse locale, dans les radios locales, etc., que ce débat est ouvert à tous. Et là, c'est plutôt une phase, précisément, un peu comme les premières phases en Islande, de brainstorming, de grandes orientations. Pas nécessairement des lois très précises, mais des grandes orientations. Et puis notamment de faire émerger quelles sont les questions importantes, comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, un peu à nouveau ce qu'a fait le G1000, les grandes questions, c'est quoi. Et donc, à l'issue de ça, ils vont pouvoir avoir un panel d'une centaine de citoyens tirés au sort. Ils vont délibérer pendant un week-end sur trois grandes questions. La question des politiciens, la question du Parlement, et puis la question de la crise économique, justement. Et l'intérêt, c'est pas tellement donc, de produire un texte qui va devenir une loi, etc. C'est plutôt de faire la démonstration par l'exemple que c'est possible. Un peu comme la première phase à nouveau du processus islandais, qui est de montrer aux décideurs publics que oui, des citoyens peuvent délibérer efficacement, raisonnablement sur différents enjeux. We are making history today as the first ever Citizens' Assembly in Ireland. The purpose of your work this weekend is to demonstrate to government, to all the political parties and to Irish public life that listening to citizens' voices, that engaging with citizens in between elections works. Et donc après ça, voilà, il y a un lobbying en fait qui est fait auprès des parlementaires. Du coup, ils vont faire un espèce de petit rapport note, etc., avec lequel ils vont faire du lobbying citoyen assez intense auprès de tous les partis politiques, y compris des civil servants, des hauts fonctionnaires. Et puis ça va marcher en fait, puisque ensuite il y a des élections et les partis politiques ont intégré cette proposition. On dit bon bah d'accord, dans notre constitution il y a l'interdiction de mariage pour les personnes de même sexe, il y a l'avortement, il y a l'interdiction du blasphème, etc., etc., l'âge de vote, le système électoral. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans leur constitution. Un certain nombre de sujets donc qu'il faut traiter, mais sur lesquels on n'est pas d'accord, on confie ça à un acteur externe, une assemblée citoyenne, qui doit gérer ça de façon un peu plus neutre. On ne peut pas changer la Constitution sans passer par référendum. Et du coup, une Constitution qui aurait été 100% le tripatouillage d'élites entre elles, pour s'arranger, sans consultation populaire, sans transparence, etc., ça rend l'approbation populaire par référendum plus risquée. Donc il y a une espèce de logique à inclure un mini-public
avant d'avoir l'expression d'un maxi public. Il y a une crise importante au niveau économique. L'Irlande est très calée sur des bulles spéculatives, grosso modo. Pourquoi Macron a mis en place le grand débat? Parce qu'il y a la crise des Gilets jaunes. Il n'aurait pas mis en place un truc aussi énorme que le grand débat s'il n'y avait pas eu une crise avec des mouvements sociaux très intenses qui remettaient en cause sa légitimité et donc l'exercice de son pouvoir. En Islande, c'est pareil. Vous avez une population qui refuse d'être gouvernée comme avant, qui refuse de payer la dette. Donc du coup, il faut bien que vous vous adaptiez à cette situation, mais c'est pas, l'altruisme n'est pas spontané du tout, c'est un raisonnement par rapport à l'intérêt bien compris. Et en Irlande, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez une crise économique, vous avez une défiance qui s'installe, une coalition droite-gauche qui arrive au pouvoir suite à des élections qui ont balayé le parti dominant, et du coup, les deux partis qui arrivent au pouvoir et qui forment une coalition essayent de se mettre d'accord plus ou moins sur la forme de ces assemblées citoyennes. Le Labour veut notamment qu'il y ait des experts qui siègent dans l'Assemblée, alors que le mouvement We the Citizen, qui fait son lobbying, est contre. Elle veut une Assemblée 100% tirée au sort. Et finalement, on coupe un peu plus ou moins la poire en deux, en disant qu'il y aura 66 citoyens tirés au sort et 33 élus. Et puis les experts seront présents, mais en tant qu'experts, donc on les auditionnera, mais ils ne délibéreront pas aux tables de délibération. Cette Assemblée va délibérer pendant plus d'1 an et va faire des propositions sur 8 thèmes plus 2 qu'elle choisit, donc 10 thèmes au total, dont la question du mariage entre personnes de même sexe. Le Parlement avait autorisé la Convention à pouvoir s'emparer d'autres sujets si jamais elle avait du temps et que c'était possible techniquement, avec son budget et son temps limité. Et du coup, pour choisir ces sujets-là, c'est à nouveau le format de la conférence ouverte participative locale qui va être choisie par l'Assemblée, qui aurait pu décider de choisir elle-même ces sujets, et puis qui finalement va décider de consulter la population dans son ensemble pour savoir ce qui les intéresse. Ça va créer quelque chose d'un peu compliqué, on va dire, puisque d'un côté il y aura la question du Parlement et du rapport avec les parlementaires, alors qu'il y en a dans l'Assemblée, donc ce qui va faire des discussions un peu difficiles lorsqu'on arrivera à cette question-là lors du week-end. Et puis la question des droits économiques, sociaux et culturels, qui est une question très large. Ce qui rend la médiatisation plus simple, c'est on est plus tard, donc les réseaux sociaux sont plus développés, donc c'est plus facile. Et l'enjeu du mariage entre personnes de même sexe va cristalliser beaucoup d'attention dans un pays qui est fortement catholique, où l'Église catholique a un rôle excessivement important. Contrairement à un enjeu un peu plus technico-abstrait, comme le code électoral, qui va intéresser un peu moins les gens. Suite au processus donc, de délibération de cette convention, il va y avoir 2 questions qui sont soumises à référendum le même jour. Donc en mai 2015, la question du mariage entre personnes de même sexe, et puis la question de la réduction de l'âge du président. Parce qu'il fallait avoir un certain âge pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, et du coup ça c'était vu comme rétrograde. Des partis politiques, des acteurs, des activistes, des personnalités vont s'emparer très fortement de la question du mariage pour tous, ce qu'ils appellent marriage equality, l'égalité au mariage. Et ça va complètement mettre de côté et invisibiliser l'autre enjeu qui est la question de l'âge du président. Le jour du scrutin, beaucoup d'Irlandais découvrent qu'il y a une deuxième question. Ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'il n'y en avait qu'une et que c'était juste sur la question du mariage pour tous. Donc en fait, dans le doute, ne comprenant pas très bien de quoi il s'agit, cette deuxième question ne va pas être approuvée. Par contre, en revanche, la proposition de l'Assemblée citoyenne de la Convention constitutionnelle qui était de légaliser le mariage entre personnes de même sexe est approuvée très majoritairement. En suivant donc les recommandations de l'Assemblée, de la Convention constitutionnelle, qui ne s'appelait pas Assemblée citoyenne, mais qui était donc composée de citoyens tirés au sort et d'élus. Il n'y a qu'un seul county qui se prononce contre sur l'intégralité de l'Irlande, donc c'est quand même une toute petite minorité. Et puis c'est une approbation populaire forte qui aussi n'est pas non plus totalement à mettre au crédit précisément juste de l'Assemblée citoyenne, puisque la campagne n'est pas menée principalement par les citoyens tirés au sort, mais par plutôt des acteurs politiques un peu plus traditionnels. The message from this small independent republic to the entire world is one of dignity and freedom and tolerance, liberté, fraternité, égalité. Thank you.
Je me sens complètement euphorique. C'est la première fois dans le monde qu'on demande l'avis du peuple sur ce sujet. L'une des choses les plus émouvantes, c'était ces hordes de jeunes gens, des jeunes gens hétérosexuels. Chaque avion, chaque bateau, chaque train rempli de ces jeunes électeurs pour le oui qui sont rentrés à la maison pour voter. Je tiens à les remercier parce que les homosexuels sont une petite minorité dans ce pays et dans le monde, environ 10% maximum. Nous n'aurions jamais pu faire quoi que ce soit politiquement sans la solidarité de nos frères hétérosexuels et de nos amis, de nos collègues, de nos sœurs. L'expérience est considérée comme un grand succès. Et donc suite à ça, la coalition se dissout, le parti principal reste en place, celui de centre-droit, et puis décide, notamment parce que ça avait émergé beaucoup lors de la première convention, qu'il y a un enjeu quand même qu'il va falloir adresser au bout d'un moment, c'est l'enjeu de l'avortement. La question de l'avortement revenait en boucle en fait dans les enjeux qui devraient être traités au bout d'un moment. Et ça avait été notamment validé par un référendum dans les années 80. Donc il y a une légitimité de démocratie directe en faveur du refus de l'avortement. L'avortement a toujours été interdit en Irlande. Seulement dans les années 80, ils ont fait un référendum pour que ce soit protégé encore plus, sanctuarisé dans la Constitution. L'enjeu est tellement sensible que les politiciens ne veulent pas y toucher, ne veulent pas se prononcer dessus, à part l'extrême gauche qui n'a aucun problème à dire qu'ils sont pour la légalisation du droit à l'avortement, les autres ont beaucoup plus de mal, notamment parce que c'est coûteux électoralement de dire bah, moi voilà, j'assume ma position, je suis pour, je suis contre. Et ils vont décider de filer la patate chaude de l'avortement à une assemblée citoyenne tirée au sort, cette fois-ci sans politiciens, donc pas une assemblée mixte. I think this issue in Ireland could never have gotten to the point we're at today were it not for the Citizens' Assembly. Donc c'est à partir de 2016 qu'on a une nouvelle assemblée citoyenne, donc on appelle la Citizens Assembly, qui sera entièrement tirée au sort cette fois-ci. C'est ça. Le cas a été encore plus médiatisé que les autres, c'est le cas le plus médiatisé d'assemblée citoyenne ou de dispositif délibératif qu'on a à l'heure actuelle. Moi j'ai observé l'intégralité du processus avant même son lancement jusqu'à après sa conclusion. L'Assemblée a 5 thèmes au total à traiter, l'avortement c'est le premier, mais elle a également la question du vieillissement de la population, la question du réchauffement climatique, la question de la structure du Parlement et du rapport entre Parlement et élections, et la question des référendums, comment est-ce qu'on les organise. Et puis donc elle va délibérer surtout, l'essentiel de son temps va être consacré à la question de l'avortement. Et donc l'avortement prend le dessus sur toutes ces questions. Très largement, oui. C'est un enjeu dont il va bien falloir qu'on l'adresse un jour. Il y a notamment eu des polémiques, il y a eu la mort de certaines femmes suite à des avortements problématiques, ou au contraire en fait, de ne pas avorter et puis donc d'avoir des complications. Mais à l'automne dernier, la mort d'une jeune indienne qui s'est vue refuser un avortement a ravivé les flammes du débat. Savita Alapanavar était enceinte de 17 semaines lorsqu'elle est décédée à l'hôpital. Son mari affirme qu'elle aurait pu être sauvée si les médecins avaient pu interrompre sa grossesse et la traiter. D'autres soutiennent que c'était déjà trop tard. Donc l'enjeu est assez clivant. Il est challengé au Parlement, notamment par l'extrême gauche qui veut qu'on soumette ça à référendum tout de suite. Puis ensuite, en termes de temps, l'Assemblée va passer beaucoup plus de temps à délibérer sur l'enjeu de l'avortement, plus du double du temps des autres sujets. Donc voilà, elle va passer un week-end sur la question des référendums, un week-end sur la question du Parlement, 2 week-ends sur l'enjeu du réchauffement climatique ou de l'évolution de la population, et puis plus de 5 week-ends sur l'enjeu de l'avortement, donc il va vraiment occuper beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'attention. It took place over a period of 5 months, 5 weekends probably of 15 or 20 hours of sessions, papers, debate, and then dozens and dozens of hours of research and reading and analysis. So I would say probably put a couple of 100 hours of total time into it, which is probably more than any parliamentary party committee would have put into it. So
Moi, personnellement, alors, donc, ce processus d'assemblée citoyenne, je l'ai étudié de A à Z. C'est-à-dire que j'étais présent en Irlande avant même que l'Assemblée commence à délibérer, et donc j'ai pu observer la mise en place du processus, le fait de faire les choix, l'appel à projet pour l'hôtel, pour la compagnie de sondage, pour les facilitateurs, etc. Et puis j'étais présent du début à la fin pour toutes les séances de délibération, et j'ai fait un certain nombre d'entretiens avec les citoyens tirés au sort, avec les experts, avec les fonctionnaires qui étaient en charge d'organiser le processus, avec les facilitateurs. Donc ça m'a permis d'avoir une vision relativement complète dans une perspective de sociologie qualitative de ce processus. Et puis voilà, tout ce qui est autour de l'ingénierie de la délibération, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on... c'est une grosse machine, donc comment est-ce qu'on la fait fonctionner correctement. Et puis aussi le traitement médiatique, les impacts, comment c'est décrit, l'articulation avec la campagne référendaire. Quand l'Assemblée s'est mise en place, il y a eu des appels d'offres publics, comme ça doit être le cas tout le temps, sinon c'est de l'abus de bien social, où voilà, ils disaient bon, bah, on a besoin d'une compagnie de sondage pour nous faire un panel, donc c'est Red Sea qui a remporté le sondage, et qui a d'ailleurs fait ça de façon intéressante, par porte à porte et pas par téléphone, ce qui donne un meilleur taux d'acceptation. L'hôtel de Malahide a remporté à nouveau le grand hôtel pour loger et fournir la salle, a remporté à nouveau le contrat, comme ça avait été le cas pour la convention. Et puis il y a eu donc aussi des gens qui étaient spécialistes en PR, des équipes elle avait sa propre équipe de crew qui filmait. Il y avait des gens qui étaient spécialistes en langue des signes, donc tout était traduit en langue des signes, tous les trucs des experts à côté, donc pour une inclusion maximum. Puis en Irlande, il y a aussi un point important, c'est le fait que tout ce qui est officiel doit être traduit en gaélique. Et donc il y avait au fin fond de la salle 2 traducteurs qui se relayaient pour tout traduire en gaélique. Il y a eu un souci d'équité et d'impartialité dans le fait que si vous donniez 20 minutes de temps de parole à Amnesty International, vous donniez 20 minutes de temps de parole à une association pro-life, donc ils ont pu entendre le pour et le contre. Au niveau de la méthodologie, c'est très proche, puisque à nouveau on retrouve le système des petites tables avec le facilitateur, le preneur de notes, etc. Il faut savoir que le dispositif s'est quand même un peu plus professionnalisé entre-temps, puisque notamment des personnes qui étaient facilitateurs un peu plus amateurs lors de la première convention, là se sont professionnalisés, ont créé une compagnie de facilitateurs qui a obtenu le mandat public du coup pour organiser la facilitation, ce qui a fait que c'était assez pro, quoi. Enfin, notamment il y a eu une situation où un des facilitateurs avait fait se sentir mal à l'aise une personne qui avait l'impression de se faire censurer, et on a changé de facilitateur dans l'heure, quoi. Enfin, on ne pouvait pas se permettre, le temps étant contraint, si jamais il y a un problème, il faut pouvoir opérer très rapidement. Après, la grosse différence, c'est qu'il n'y avait pas de politiciens, donc ça change pas mal de choses. Mais justement, contrairement à ce qui avait été prononcé, y compris par des collègues intéressants, et notamment par David Fodrebrook qui avait dit « il faut nécessairement que ce soit mixte pour que ça marche », eh ben non. Le débat sur l'avortement, qui avait l'air d'être impossible, très conflictuel, etc., a quand même relativement bien marché, puisque l'Assemblée a reçu énormément de submissions, c'est possible d'écrire des propositions et des points de vue à l'Assemblée. Elle a auditionné des experts, des médecins, des philosophes, des éthiciens, etc. Elle s'est renseignée sur les systèmes d'autres pays. Elle a notamment, ça c'était sans doute un des points les plus importants, pris en charge le fait que... pris en compte le fait que beaucoup d'Irlandaises se font avorter en fait en Angleterre. Elle a écouté aussi des groupes d'intérêt, donc il y avait des mouvements comme Amnesty International qui était pour le droit à l'IVG, et puis d'autres, notamment payés par des groupes de pression américains qui défendaient donc la position pro-life. Et puis également des femmes qui ont témoigné, certaines qui avaient décidé d'avoir un avortement, certaines qui avaient renoncé à avoir un avortement, et donc là c'était des témoignages vocaux, donc on n'avait pas leur nom, mais on entendait leur voix, et donc ça avait été diffusé dans l'Assemblée. Les premières phases du processus, c'était pas des groupes d'intérêt divergents, c'était des faits. C'est-à-dire combien de familles irlandaises se sont fait avorter telle année en Angleterre, parce qu'ils ont les registres, quand la femme arrive, elle doit prouver qui elle est, et donc voilà, c'était des statistiques assez objectives, il n'y avait pas besoin nécessairement de discuter là-dessus. Et aussi sur les profils de ces femmes, ça c'était une chose intéressante. Ah oui, ça doit être des jeunes qui vont en boîte et qui savent pas ce qu'elles font, etc. Bah non, en fait, il y a un certain nombre de femmes qui ont déjà des enfants qui vont se faire avorter. Il y a un certain nombre de femmes qui sont mariées qui vont se faire avorter. Donc c'est pas nécessairement des personnes qui flirtent à droite à gauche comme on pouvait le croire. L'intelligence collective des citoyens est impressionnante. Enfin, ils se laissent pas mener en bateau, ils posent des bonnes questions, ils travaillent leur sujet, ils sont sérieux, ils sont présents, ils sont impliqués, ils sont motivés.
Il n'y a pas de débordement à noter. Unlike some of the debates that have taken place in referendum in the past in Ireland, the Citizens' Assembly was very respectful and very congenial to everybody's opinion. So there was no major arguments or disputes here at the Citizens' Assembly, even though there was serious disagreements, as there would always be on this subject. Pendant le processus d'analyse de cette question-là par l'Assemblée citoyenne, il a été révélé qu'un certain nombre de bébés avaient été tués et enterrés près d'un couvent. Et donc on a retrouvé les cadavres. Et du coup, c'était vraiment peu de temps avant qu'on auditionne l'Église catholique irlandaise, qui, suite à ça, a été beaucoup moins virulente qu'à mon avis elle aurait pu l'être. Mais l'aspect contingent des choses a fait que voilà, cette nouvelle était sortie, ça avait fait la une de tous les journaux évidemment. À un moment, il y avait une présence de fondation pro-life qui était venue et qui disait voilà, pensez au bien-être des enfants, etc. Et un très jeune citoyen de l'Assemblée s'était levé, avait posé sa question lui-même, avait dit à part nous dire qu'il faut pas autoriser l'avortement, vous faites quoi pour aider les enfants qui existent? Il y a eu un grand moment de silence ensuite. Okay. Donc voilà, il se laisse pas. Enfin, c'est pas non plus trop euphémisé quoi, comme débat. Il y a aussi des moments assez intenses. Et puis pareil sur la question du réchauffement climatique, c'était assez drôle. La façon dont leur mandat a été formulé, c'était comment faire en sorte pour que l'Irlande soit un leader dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et régulièrement, les citoyens avaient dit, mais déjà, si on arrive à respecter nos objectifs minimaux, nos engagements minimaux, ce serait pas mal, avant d'essayer de donner des leçons aux autres et d'être un leader. Et donc, voilà, il y avait aussi un rapport critique à leur propre mission, à leur position. Et puis, il y a aussi une recherche de solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour se plaindre, ou juste là pour critiquer, en disant, votre parti n'a rien fait. On est aussi là pour avancer des solutions concrètes. Donc, par exemple... sur la question du réchauffement climatique, il y a eu des études alors quels sont les endroits où ils ont réussi à avoir de la production d'énergie renouvelable, des systèmes de recyclage efficaces. Et donc ils étudiaient voilà, des systèmes concrets, c'était vraiment du fact-based, d'analyse basée sur des faits, quoi. Ce que permet une assemblée citoyenne tirée au sort, c'est de sortir d'un débat qui serait monopolisé par les médias et qui pourrait en fait se baser beaucoup sur les préjugés. Et donc là, vu qu'on rentre dans l'argumentation, eh ben on rentre beaucoup plus dans le détail et donc on voit un petit peu quels sont les arguments aussi fallacieux et quels sont ceux qui sont intéressants, quoi. Et puis on écoute aussi certaines catégories de population qui seraient pas forcément écoutées, quoi. Absolument, voilà. Et concrètement, moi, dans les entretiens que j'ai fait avec des citoyens tirés au sort, il y en a qui m'ont dit clairement qu'ils avaient changé d'avis en étant confrontés à d'autres personnes, à des femmes, à des gens plus jeunes, à des gens de catégories populaires. I saw myself moving, and I think a lot of the people actually did here, I was surprised, started moving to a pro-choice position. I wouldn't say that the process has changed my view terribly much, but it has significantly deepened my understanding of the topic. So yeah, my understanding would have increased exponentially. Quelle transparence en fait pour tous les débats. Tu disais que les vidéos étaient publiques. Oui, et elles étaient diffusées par des médias privés, des médias publics, des chaînes de télé. Alors, ou c'était sur internet? C'était sur internet dans le sens où tout était live streamé sur YouTube et puis ensuite immédiatement après vous aviez accès à la vidéo. À nouveau, les moments de délibération en petite table, ça par contre c'était considéré comme des private sessions, donc des sessions privées, donc là pas de caméra, 14 tables, une caméra par table, c'est compliqué. D'autant plus qu'ils ont commencé par l'avortement, donc clairement je pense que les citoyens déjà ça devait pas être évident pour eux de délibérer là-dessus, mais alors avec une caméra pointée sur eux ça aurait été impossible. Il y a eu un groupe notamment là, de citoyens militants pour l'accès à un système à la Suisse de référendum d'initiative citoyenne qui a été auditionné, et en effet ça a été repris par l'Assemblée citoyenne qui a estimé que c'était une bonne mesure. Celle-là n'a jamais été traitée par les pouvoirs publics malheureusement. Le vieillissement de la population, il y a eu toute une réflexion sur le rapport aux personnes à domicile qui aident leurs proches ou qui font ça professionnellement, les foyers. Et à nouveau, il y a eu des témoignages de personnes qui soit sont âgées, à ce moment-là c'était enregistré, soit s'occupent de personnes âgées, etc. C'est quand même un gros enjeu pour la suite, hein, pour l'Irlande, une population qui vieillit de façon assez importante, donc c'est une vraie question. Et puis pour la réforme du Parlement, c'était le truc qu'ils ont vraiment traité à la fin, puisqu'en fait c'était une question un peu particulière, c'était fixed term parliament ou pas. Donc est-ce que les élections... Est-ce que c'est le Premier ministre qui doit décider quand est-ce qu'on a l'élection générale, quoi, avec un calendrier plus ou moins flottant ou pas. Mais
À nouveau, les sujets étant ce qu'ils sont, ils avaient traité l'avortement d'abord, c'était le plus gros sujet, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de désintérêt pour les autres. Le réchauffement climatique, ça allait encore, mais par exemple, pour le dernier enjeu qui était le Fixed Term Parliament, il y avait beaucoup moins de journalistes dans la salle, les citoyens eux-mêmes étaient moins motivés pour se prononcer là-dessus. Il y a eu aussi, contrairement aux assemblées canadiennes, beaucoup plus de turnover. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de citoyens, ils ont fait les débats sur l'avortement, éventuellement sur le vieillissement de la population, et puis ils ont été remplacés par d'autres citoyens tirés au sort. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours les mêmes. Il y a des personnes qui ont eu un poste dans un autre pays, dans une autre ville. Il y a des personnes qui sont tombées enceintes, donc qui ont dû s'arrêter. Puis après, c'est fatigant. Enfin, c'est un week-end par. Faut renoncer au week-end. C'est épuisant. C'est vraiment du soir au matin. Entre les week-ends, il faut lire des documentations. Les experts vous envoient des papiers assez précis. Donc il faut vous renseigner. Et puis il faut faire l'effort d'aller jusqu'à Malahide, qui est au nord de Dublin, dans un pays qui n'est pas excessivement bien connecté, voilà, donc c'est du boulot, quoi. L'Assemblée, du coup, en 2017, au printemps 2017, fait une recommandation en faveur de la légalisation de l'avortement, à plus de 60% à nouveau, à 64% il me semble. Et un an plus tard, la proposition est soumise à référendum par le gouvernement, et puis là c'est 66% de la population qui se prononce en faveur de la légalisation de l'avortement. L'opinion publique irlandaise a bougé entre le moment où l'Assemblée a commencé ses travaux et le moment où elle les a finis. Et le moment où il y a eu le référendum en fait. Il s'écoule quasiment un an entre le moment où l'Assemblée vote sur sa proposition et le moment où la proposition est votée par l'ensemble de la population. Ils sont 66,4% à s'être exprimés en faveur de la fin de l'interdiction de l'IVG. L'écart entre le oui et le non est plus large que ce qu'avaient anticipé les enquêtes d'opinion durant la campagne. Une révolution tranquille pour le Premier ministre irlandais, partisan du oui, et qui s'est exprimé devant des centaines de personnes réunies à Dublin. Le peuple s'est prononcé et il a dit que c'est un pays dans lequel nous faisons confiance aux femmes et respectons leur choix. Merci d'avoir rendu ce jour possible. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de regarder à quel point, par exemple en Irlande, les pourcentages de vote des assemblées sont plus ou moins proches ensuite des résultats des référendums. Et notamment, pour l'avortement, c'est très très proche. C'est-à-dire que le pourcentage de citoyens tirés au sort qui avaient voté en faveur de la proposition est quasiment le même que de citoyens qui ensuite vont approuver la proposition par référendum. Donc c'est assez intéressant. Il y a donc eu en fait, non pas 3, mais 4 référendums. Et le 4e n'est pas très connu, c'est celui sur le blasphème, qui a eu lieu il y a quelques mois, là, c'était pour enlever l'interdiction de blasphème de la Constitution, à nouveau approuvée. Mais ça, c'était une proposition de la Convention mixte tirée au sort. Donc en fait, il s'est écoulé beaucoup de temps entre la fin du mandat de cette Convention et 2018. On savait, avant même que l'Assemblée commence ses travaux, et c'est pour ça que la gauche voulait qu'on passe un référendum tout de suite, que la majorité des Irlandais, selon les sondages, étaient favorables à décriminaliser l'avortement. Mais pas dans tous les cas. Enfin voilà, viol, d'accord, inceste, ok, danger sanitaire, ok, mais voilà, sous condition. Et donc quand l'Assemblée citoyenne s'est prononcée à plus de 60% en faveur d'une access to abortion without restriction, donc sans restriction, sans limite, sans justification. Enfin, il n'y a pas besoin d'être pauvre ou d'avoir été violé pour avoir le droit d'avorter, c'est un droit. Eh bien voilà, là on n'était pas sûr, étant donné que c'était peut-être trop progressiste, que le maxi public donc suivrait la recommandation du mini public. Et puis, un référendum, c'est pas un sondage. Donc, les gens, quand on leur demande la question, on leur pose la question au téléphone sur un sondage, pas dans un débat, sans qu'il y ait nécessairement l'effervescence d'un débat référendaire, ne répondent pas la même chose quand ils se prononcent effectivement sur un projet précis, en exprimant leur souveraineté de citoyen. Une fois que l'Assemblée citoyenne avait rendu son rapport, ça a été transmis à une commission transpartisane au Parlement qui a étudié ça, qui a aussi fait ses propres auditions pour comparer, souvent en auditionnant les mêmes experts d'ailleurs, donc c'était un peu une perte de temps à ce niveau-là, mais enfin bon, puisque les vidéos étaient publiques, ils auraient pu juste regarder les vidéos, mais ils ont voulu faire leurs auditions, et ils ont plus ou moins admis qu'en effet, oui, la proposition était quand même de relatif bon sens, et il y a des moments assez intéressants d'ailleurs au Parlement quand la commission fait sa restitution d'avis, avec un député qui dit « Je me suis considéré toute ma vie comme pro-life, j'étais certain que j'étais pro-life, je suis un catholique,
Mais après avoir fait ce travail-là, après m'être penché sur les travaux, je peux plus dire que je suis pro-life. C'est plus possible. Ce qui est quelque chose de coûteux pour un politicien, hein, parce que vous avez une position, il faut vous admettre que vous avez tort, il faut potentiellement décevoir vos électeurs. La première réaction du Premier ministre qui avait changé entre-temps, on est passé d'Enda Kenny à Leo Varadkar, et donc la première réaction du Premier ministre, quand il avait vu le résultat, 64% de légalisation de l'IVG sans aucune restriction, jusqu'à une période de temps suffisamment longue, ça a été, je pense que mon pays n'est pas prêt pour ça. Donc je ne soumettrai pas ça à un référendum, on ne peut pas se prononcer là-dessus, c'est trop progressiste. We surprised the whole country when we voted at the end of that section, that we voted for radically liberalising the abortion laws in Ireland. Et donc les associations, les mouvements sociaux féministes se sont mobilisés, on dit on veut pouvoir voter là-dessus. Et alors qu'elles étaient assez critiques vis-à-vis de l'Assemblée citoyenne au début, parce qu'elles pensaient que c'était juste une perte de temps ou quelque chose pour eux, avoir une proposition un peu molle, un consensus mou, là elles ont dit non, on veut pouvoir se prononcer sur la proposition, et il y a notamment des panneaux qu'on voit dans la rue qui disaient « Listen to the Citizen Assembly », on veut écouter l'Assemblée citoyenne, on veut mettre en place leurs recommandations. Il y avait une grosse incertitude en fait sur le fait que ça allait servir à quelque chose. C'est-à-dire que moi j'ai fait des entretiens pendant tout le processus, et donc pendant très longtemps, ils ignoraient totalement s'il y aurait un référendum à l'issue de leurs travaux. Contrairement au Canada, il n'y avait pas eu d'engagement fort de, quelle que soit la proposition, ce sera soumis à un référendum. Le Parlement gardait la main, le gouvernement gardait la main. Et donc du coup, dans les premiers entretiens que je faisais, où c'était encore incertain, ils me disaient tous, de toute façon, c'était un très beau processus, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses, j'ai pu m'exprimer, c'est formidable, mais si le gouvernement n'en fait rien, ça servira à rien, ça aurait été un exercice totalement vide, ça aurait été de l'argent public gâché. Et du coup, quand il y a eu l'annonce du référendum, là, ils avaient l'impression d'avoir vraiment servi à quelque chose, d'avoir contribué à quelque chose, en n'étant pas sûr d'ailleurs que les citoyens irlandais suivraient leurs recommandations, qui était donc la légalisation de l'avortement sans condition. Le gouvernement a déjà dit qu'il ferait un futur référendum sur la place des femmes, qui était aussi une des choses que la Convention avait discuté. Donc en fait, il n'est pas impossible que les autres thèmes qui ont été discutés par l'Assemblée citoyenne cette fois-ci, donc par exemple le changement climatique ou le vieillissement de la population, soient ensuite soumis à votation populaire, y compris peut-être dans 4 ans, hein, parce que c'est après le délai qu'il y a eu sur la question du blasphème. Donc c'est vraiment parce qu'il y a des effets immédiats que ça n'a pas d'effet, puis ensuite c'est aussi des choses qui sont utilisées quand même dans le débat public, c'est-à-dire que des groupes militants, notamment là écologistes, s'emparent du fait que l'Assemblée a fait des propositions relativement écologistes pour dire il faut les appliquer, éventuellement sans référendum d'ailleurs, mais il faut les mettre en pratique. Alors que l'Irlande traversait une crise économique et financière et liée à un modèle fiscal de développement, ça n'avait pas été quelque chose sur lequel on délibère. Le rapport à Apple, enfin le fait que voilà, la Commission, l'Union Européenne dit il faut que Apple rende de l'argent à l'Irlande, et l'Irlande dit non, on n'acceptera pas le chèque. Enfin, voilà, il y avait une crise du logement assez forte aussi, par exemple à Dublin. Il y avait un certain nombre d'enjeux, la question de la privatisation de l'eau aussi. Il y a eu des mouvements sociaux assez importants sur ça. Ça, voilà, on n'en a pas parlé dans les mouvements délibératifs. Là, la question qui se pose, et je suis vraiment pas le seul à me le poser, mais c'est vraiment la question de l'institutionnalisation. À partir de quand, c'est plus un dispositif ad hoc qui est convoqué quand ça plaît au prince ou au gouvernant, mais quand ça devient un dispositif automatique, régulier, et ça ne doit pas faire plaisir nécessairement à la classe politique, mais en effet c'est aussi à ça que ça sert, parce que si c'est juste un gadget qui sert à légitimer la classe politique sur des enjeux sur lesquels ils sont d'accord, pour que là il y ait une consultation sur cet enjeu-là, puis au pire de toute façon ils ne se mettent pas à un référendum si jamais c'est vraiment trop gênant, c'est très problématique. À ce moment-là ça devient juste un outil de gouvernementalité, et voilà, moi c'est ça que j'essaie de voir dans ce que j'appelle le nouvel esprit du tirage au sort, c'est est-ce que ça va plutôt vers une logique de gouvernementalité, où c'est un gadget de contrôle des populations aux gouvernants, et c'est un approfondissement de la démocratie du public, comme dit Bernard Manin, où les élites gouvernent, mais on va faire quelques procédures de consultation par-ci par-là, ou est-ce que là on est face à un changement de paradigme? Est-ce que finalement on ne fait plus de la politique de la même façon, et il y a un vrai poids, une vraie action des citoyens, des fois contre ce que la classe politique veut? J'ai noté qu'en fait la question se déplaçait de est-ce qu'il y aura à nouveau une assemblée citoyenne sur
de quoi va traiter la prochaine assemblée citoyenne. Comme si c'était évident qu'en fait, c'était un mode de fonctionnement des politiques publiques. Et là, à l'heure actuelle, voilà, le gouvernement a déjà dit, d'ores et déjà, qu'il y en aurait une autre, qu'il lui confierait un certain nombre de choses, ils hésitent encore sur quoi faire, qu'ils allaient, pour en effet, parce que c'était une des critiques, effectivement soumettre à référendum les propositions de l'Assemblée citoyenne et de la Convention qui n'avaient pas encore été traitées. Donc ils sont engagés à en tenir 7 référendums là, dans les mois qui vont venir, donc ça va être assez intéressant à étudier. Et voilà, c'est vraiment passionnant de voir à quel point ça s'est inscrit dans la pratique politique irlandaise. Et à ce niveau-là, voilà, l'Irlande est un modèle assez intéressant où il y a des mouvements sociaux, de la délibération de l'Assemblée citoyenne, des contributions sur Internet, un référendum, des partis politiques qui jouent leur rôle aussi en faisant la campagne pour ou contre. Et donc on a un écosystème vivant, et c'est plus le truc unique de l'élection avec le parti, et puis ensuite la politique majoritaire. Là on a quelque chose de beaucoup plus divers, beaucoup plus intéressant. So there's not really a major mystery of how to do this. You just randomly select some people. You put them in hotel rooms for a couple of weekends or however long it takes and see what comes out of it. If you're cynical about your politician's ability to change legislation, pass legislation, or come up with legislation. But if there's an issue that's burning to your society in general, have an assembly.